Parfois, les lieux que nous appelons notre foyer recèlent des secrets que nous n'aurions jamais imaginés. Pour Bonnie Walsh, 42 ans, les montagnes de Virginie occidentale avaient été son refuge pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. Elle dégageait un vieux sentier lorsque son berger allemand se mit à agir étrangement, près d'une colline couverte de mousse. C'est là qu'elle découvrit la porte d'acier, dissimulée dans la terre. La porte était rouillée, ensevelie sous des décennies de végétation. Lorsqu'elle parvint enfin à l'ouvrir, un air vicié s'en échappa, tel un souffle du passé. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur n'était pas simplement oublié, c'était délibérément caché. Bonnie se trouve face à un choix qui pourrait changer à jamais sa petite ville de montagne. Mais quel secret était donc si dangereux qu'il ait fallu l'enterrer pendant 30 ans? Avant de revenir à notre histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si ce récit vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. La brume matinale s'accrochait aux crêtes comme une étreinte familière, tandis que Bonnie Walsh montait sur le porche usé de sa cabane, une tasse de café à la main. À 42 ans, elle se déplaçait avec l'assurance tranquille de celle qui arpentait ces sentiers de montagne depuis 4 décennies. Son berger allemand, Rex, s'étirait à ses côtés, son poil sombre brillant comme la rosée. C'était leur routine depuis le décès de Robert, 3 ans plus tôt. Une communion paisible avec la nature sauvage de Virginie occidentale, devenue plus un foyer que tout autre endroit qu'elle ait jamais connu. La cabane de Bonnie était nichée dans un bosquet de vieux érables, dont les troncs massifs racontaient des histoires plus anciennes que les villes minières parsemées dans ces collines. Elle avait bâti cette vie délibérément, choisissant la solitude plutôt que le chaos du monde au-delà de la lisière des arbres. Robert comprenait ce besoin en elle, la façon dont elle lisait la forêt, comme d'autres lisent les journaux. Comment elle trouvait la paix dans le rythme des saisons, plutôt que dans le vacarme de la civilisation. La carte des sentiers, usée et épinglée au mur de sa cuisine, témoignait de décennies d'exploration. Dessinée à la main à l'encre passée, elle montrait chaque piste de serre, chaque source cachée, chaque affleurement rocheux qu'elle avait découvert durant ses années de bénévolat pour l'entretien des sentiers du parc d'État. Chaque ligne représentait des heures d'observation minutieuse, à apprendre les humeurs et les secrets des montagnes. Elle savait où les aigles nichaient, où poussait le ginseng sauvage, et où les anciens avaient gravé leurs initiales sur les êtres qui dominaient maintenant les jeunes arbres. Rex lui donna un coup de museau dans le coude, signalant qu'il était l'heure de la promenade matinale. Il commençait à grisonner autour du museau. Âgé de 10 ans maintenant, il avait été adopté chiot au refuge du comté, après qu'un imbécile l'eût abandonné sur une route de campagne. Robert avait grommelé à l'idée de nourrir une bouche de plus, mais en une semaine, le chien avait conquis sa place au coin du feu, et avec elle, le cœur de Robert. « D'accord, mon grand, » dit Bonnie en lui grattant derrière les oreilles. « Allons voir ce que la montagne a à nous montrer aujourd'hui. » Elle enfila ses bottes de randonnée usées et attrapa ses gants de travail en toile sur la rampe du porche. La mission du jour était de nettoyer les débris du sentier, un chemin négligé qui serpentait à travers la forêt d'État adjacente à sa propriété. Les dégâts de la tempête printanière avaient jonché la route de branches, et les randonneurs se plaignaient des obstacles au service du parc. L'air était frais, porteur de la promesse de l'automne. Bien que les arbres arborent encore le vert de la fin de l'été, Bonnie prit une profonde inspiration, sentant le parfum de la menthe sauvage et l'odeur terreuse des feuilles en décomposition. C'était sa méditation, son église, sa thérapie, un rituel quotidien qui la maintenait ancrée et lui donnait un but. Pendant qu'il marchait, Rex trottait en avant, enquêtant sur des odeurs et des sons qui échappaient à la perception humaine. Bonnie suivait à un rythme familier, son œil expert notant les changements dans le paysage. Un nouveau barrage de castors en amont avait fait monter le niveau de l'eau dans le Miller's Creek.
Les chaînes montraient des signes d'une chute précoce de glands, suggérant un hiver rigoureux à venir. C'était ce genre d'observation qui la rendait inestimable pour le service du parc, malgré sa préférence pour le travail en solitaire. Les gens de la ville respectaient son savoir, mais gardaient leur distance. Elle n'était pas inamicale, juste sélective dans ses interactions. Le samedi matin à l'épicerie Henderson pour les provisions, des conversations occasionnelles avec Patricia Vance à la bibliothèque, et des hochements de tête polis aux voisins qu'elle croisait sur les routes de montagne. C'était juste assez de contact social pour lui rappeler qu'elle faisait partie d'une communauté, sans empiéter sur son penchant naturel pour la solitude. Robert avait été différent, un géologue venu étudier les formations de charbon, et qui était resté pour la femme qui en savait plus sur ces montagnes que n'importe quel livre. Leur relation s'était épanouie slowly, comme le changement des saisons, bâtie sur des silences partagés et un respect mutuel pour la terre. Sa mort, d'une crise cardiaque soudaine, avait laissé un vide dans sa routine, un vide qu'elle avait appris à contourner, comme on enjambe un tronc d'arbre tombé sur un sentier familier. Le sentier de la forêt commençait là où sa propriété rejoignait la forêt d'État. Bonnie sortit son sécateur et commença le travail méthodique de nettoyage. Branche par branche, elle restaurait l'ordre dans le chaos laissé par les tempêtes. Rex s'était éloigné pour inspecter quelque chose dans les buissons. Bonnie travaillait sans relâche, se perdant dans le rythme familier de l'effort physique. C'était un travail honnête, le genre qui vous laisse fatigué, mais satisfait. Elle essayait d'atteindre une branche particulièrement tenace lorsque l'aboiement aigu de Rex déchira le silence. Ce n'était pas son alerte habituelle pour un écureuil ou un cerf. Celui-ci était différent, urgent et, d'une certaine manière, effrayant. Bonnie se redressa, scrutant la forêt. « Rex, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Les aboiements continuèrent, provenant d'une partie de la forêt qu'elle visitait rarement. Le terrain y était escarpé et hostile, mais la détresse de Rex était authentique. Elle avait appris à faire confiance à son instinct. Bonnie se fraya un chemin à travers les sous-bois. Elle le trouva tournant autour d'un monticule couvert de mousse qui s'élevait du sol comme une tombe verte. Ses poils étaient hérissés, et il gémissait doucement, d'une manière qui fit se dresser les poils sur les bras de Bonnie. Le monticule était plus grand qu'elle ne l'avait d'abord pensé, mais quelque chose dans sa forme lui parut trop régulier, trop intentionnel. Sous la couverture verte, elle pouvait distinguer des lignes plus dures qui n'appartenaient pas à la nature. Bonnie s'agenouilla, écartant la mousse et les débris. Ses doigts rencontrèrent du métal, froid, lisse et définitivement fabriqué par l'homme. À mesure qu'elle dégageait plus de végétation, le contour devint indubitable. Une porte, encastrée profondément dans la colline, scellée par la rouille et le temps. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas un ancien puits de mine ou un abri anti-tempête. La construction était trop délibérée, trop bien cachée. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour dissimuler cette entrée, et ce, il y a des décennies. Rex continuait de tourner nerveusement en rond, émettant de bas grognements. Bonnie se releva, étudiant la porte en acier lourd. Elle vivait ici depuis 40 ans et n'avait jamais soupçonné son existence. Le secret de cette affaire la dérangeait. Lentement, Bonnie prit une décision qui allait tout changer. Elle trouverait un moyen d'ouvrir cette porte. Malgré les avertissements de Rex, Bonnie mit 3 jours à rassembler le courage de retourner à la porte cachée avec les outils nécessaires. Elle passa ses journées dans un état d'agitation distraite. Même Rex semblait sentir son inquiétude. Le jeudi matin, elle remplit son sac à dos d'un pied de biche, d'une puissante lampe de poche et de sa radio d'urgence. Sa raison lui disait de signaler sa découverte aux autorités, mais quelque chose la retenait. Une certitude que ce secret avait été gardé pour de bonnes raisons. Rex hésita à la suivre. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, il se posta à distance et se coucha,
observant avec l'air résigné d'un chien dont le maître a décidé de faire quelque chose de profondément stupide. La porte semblait moins sinistre à la lumière du matin. Bonnie s'était convaincue qu'elle ne trouverait rien de plus menaçant que du vieil équipement minier. La montagne était pleine de vestiges du passé. Enfonçant le pied de biche dans l'interstice, Bonnie appliqua une pression constante. Le métal grinça, des éclats de rouille tombèrent. Il fallut près de 30 minutes avant que quelque chose ne cède avec un claquement sec qui résonna dans la forêt. La porte pivota vers l'intérieur, libérant une bouffée d'air vicié qui portait une odeur de vieux métal et quelque chose d'autre, d'organique et de désagréable. Bonnie recula instinctivement. Rex gémit, mais ne s'approcha pas. Bonnie alluma sa lampe de poche. Le faisceau révéla des murs en béton brut et un passage étroit qui s'enfonçait dans la colline. Ce n'était pas une grotte naturelle. Quelqu'un avait creusé cet espace dans un but précis. Elle appela timidement. « Il y a quelqu'un » Seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Prenant une profonde inspiration, Bonnie franchit le seuil. Le passage s'ouvrit sur une chambre plus grande, à peu près carrée. Ce qu'elle y trouva la figea sur place. La pièce était meublée comme un bureau, bien qu'elle n'ait pas été occupée depuis des années. Un bureau en métal était appuyé contre le mur du fond, sa surface couverte de poussière. Des classeurs métalliques longeaient un autre mur, leurs tiroirs partiellement ouverts, comme si quelqu'un était parti à la hâte. Mais c'est l'équipement qui attira vraiment son attention. Des appareils électroniques qui ressemblaient à du matériel de surveillance, leurs écrans sombres et silencieux, mais dégageant encore une aura de vigilance. Bonnie s'approcha lentement du bureau. La plupart des documents étaient illisibles, mais elle distingua du papier à en-tête officielle et ce qui semblait être des rapports de surveillance. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle saisissait un dossier en meilleur état que les autres. À l'intérieur, elle trouva une photographie qui lui coupa le souffle. 5 hommes en costume sombre se tenaient devant ce qu'elle reconnut comme l'hôtel de ville, leurs expressions sérieuses et officielles. La photo portait le cachet de 1993 et quelqu'un avait entouré l'un des visages à l'encre rouge. Elle reconnut immédiatement 3 des hommes. Tom Bradley Sr., qui avait été shérif avant que son fils ne reprenne le poste. Le docteur Marcus Webb, qui avait dirigé la clinique médicale de la ville jusqu'à sa retraite. Et James Morrison, qui avait été maire durant les années 90. Mais ce fut le visage encerclé qui lui glaça le sang. L'homme était plus âgé que les autres, avec des cheveux grisonnants et des yeux qui semblaient la fixer directement à travers l'émulsion délavée. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, bien qu'elle ne pût se souvenir sur le champ où elle l'avait déjà vu. Un bruit provenant de l'entrée la figea sur place. L'aboiement anxieux de Rex avait cessé, remplacé par le bruit feutré de ses pattes sur le béton. Elle se retourna pour voir sa silhouette dans l'embrasure de la porte, découpée par la lumière du soleil matinal. Il avait finalement surmonté sa réticence à entrer, mais sa posture restait tendue, alerte. « Tout va bien, mon grand », murmura-t-elle, sans être certaine d'y croire elle-même. Rex s'approcha avec précaution, son museau s'agitant pour analyser les arômes complexes de l'espace confiné. Arrivé à sa hauteur, il se pressa contre sa jambe, un geste à la fois rassurant et protecteur. Quel que fût cet endroit, pour lui non plus, il ne semblait pas abandonné. Bonnie poursuivit son exploration, ouvrant des tiroirs de classeurs et découvrant d'autres photographies, des documents qui ressemblaient à des rapports de surveillance et des cartes des environs, marquées de symboles et d'annotations énigmatiques. Une carte montrait sa propre propriété, sa cabane marquée d'un petit X rouge et ce qui semblait être des points d'observation notés dans la forêt environnante. Les implications de cette découverte la frappèrent comme un coup de poing. Quelqu'un avait surveillé sa maison, documenté ses mouvements, traitant sa propriété comme un objet de surveillance. La violation de sa vie privée était stupéfiante,
mais c'était la nature systématique de la chose qui la terrifiait réellement. Ce n'était pas l'œuvre d'un curieux du coin ou d'un excentrique inoffensif. C'était professionnel, organisé et minutieux. Dans le tiroir inférieur du plus grand classeur, elle trouva du matériel qui confirma ses pires craintes. Des émetteurs-récepteurs radio, des dispositifs d'enregistrement et ce qui ressemblait à du matériel de cryptage. Tout était bien plus sophistiqué que ce qu'elle s'attendait à trouver dans ces montagnes. Certains appareils avaient encore des voyants d'alimentation qui luisaient faiblement dans l'obscurité, suggérant que quelqu'un avait entretenu cet équipement plus récemment que les surfaces poussiéreuses ne le laissaient penser. Comme invoqué par son malaise grandissant, l'une des radios s'anima soudainement. Une décharge de statique emplit la pièce, suivie d'une voix si claire et inattendue que Bonnie faillit en lâcher sa lampe de poche. « Unité sept, ici la base. Rapport. » La voix était masculine, d'âge moyen, et parlait avec l'efficacité sèche de quelqu'un habitué à donner des ordres. Bonnie resta paralysée, effrayée de bouger ou même de respirer, attendant de voir si la transmission se poursuivrait. Après un long moment, la radio redevint silencieuse. Mais le message était clair. Quelle que fût l'opération pour laquelle cette installation avait été construite, elle n'était pas aussi inactive que les surfaces poussiéreuses le suggéraient. Quelqu'un était toujours là, dehors, surveillant toujours, attendant toujours des rapports de l'unité 7. Bonnie réalisa, avec une alarme croissante, qu'en ouvrant cette porte, elle venait de mettre le doigt sur quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple vestige oublié de l'histoire locale. C'était une opération active, et sa découverte avait presque certainement été remarquée par quiconque était responsable de la maintenance de l'équipement. Rex se serra davantage contre sa jambe, sa présence chaleureuse lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans ce tombeau souterrain. Mais en regardant autour d'elle les preuves d'une surveillance systématique et d'une dissimulation organisée, Bonnie ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient tous les deux en plus grand danger qu'ils ne l'avaient jamais été en 40 ans de vie dans la montagne. La photographie avec le visage encerclé semblait la dévisager depuis le bureau, les yeux du sujet gardant des secrets que quelqu'un avait jugé bon d'enterrer. Tandis que l'équipement radio bourdonnait silencieusement dans l'obscurité autour d'elle, Bonnie prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle n'allait pas signaler sa découverte aux autorités, pas encore. D'abord, elle devait comprendre dans quoi elle s'était fourrée, qui était responsable, et si le danger était quelque chose qu'elle pouvait fuir, ou quelque chose qui la suivrait jusqu'à sa porte. Saisissant la photographie et autant de documents qu'elle pouvait transporter en toute sécurité, Bonnie commença le travail méticuleux de tout documenter avec l'appareil photo de son téléphone. Quels que soient les secrets que ce bunker de montagne cachait, elle allait les exposer à la lumière du jour, même si cela la plaçait directement dans la ligne de mire de gens qui avaient déjà prouvé être prêts à tout pour garder leurs activités secrètes. Bonnie passa le week-end dans un état de paranoïa prudente, étudiant les documents qu'elle avait pris du bunker tout en gardant un œil sur les fenêtres de sa cabane. La photographie la hantait. 5 hommes en costume, se tenant là comme s'ils possédaient le monde. Un visage encerclé à l'encre rouge, comme marqué pour une attention particulière. Elle étala les documents sur la table de la cuisine, créant une chronologie de dates et croisant les visages avec ses souvenirs du passé de la ville. Tom Bradley Senior. Elle se souvenait d'un homme sévère qui dirigeait le bureau du shérif d'une main de fer jusqu'à sa retraite en 2001. Le docteur Webb avait mis au monde la moitié des enfants du comté au cours de ses 40 ans de pratique, acquérant une réputation de compétence et de discrétion qui l'avait rendu riche selon les normes locales. James Morrison avait été maire pendant le bref boom économique de la ville, quand les prix du charbon étaient élevés et que les compagnies minières embauchaient.
mais le visage encerclé restait un mystère, bien que quelque chose dans les traits de l'homme la taraudait comme un rêve à moitié oublié. Lundi matin, elle était à la bibliothèque du comté 20 minutes avant l'ouverture, attendant sur les marches avec la patience de quelqu'un qui a passé des décennies à observer la faune. Patricia Vince déverrouilla les portes à 9 heures précises, saluant Bonnie avec la surprise agréable d'une bibliothécaire dont le domaine tranquille était rarement visité si tôt. « Bonnie Walsh, en chair et en os », dit Patricia, ajustant ses lunettes de lecture tout en désarmant le système de sécurité. « Qu'est-ce qui vous amène de la montagne de si bonne heure ?» Patricia était l'une des rares personnes en ville que Bonnie considérait comme une amie, bien que leur relation fût davantage basée sur un respect mutuel que sur des confidences intimes. Elle était la bibliothécaire en chef depuis 15 ans, ayant remplacé la vieille Madame Henderson lorsque l'arthrite l'avait finalement contrainte à la retraite. Patricia comprenait la valeur de l'information et de la discrétion, des qualités qui lui étaient utiles dans une petite ville où les affaires de chacun étaient potentiellement le divertissement de tous les autres. « Un projet de recherche, » dit Bonnie en la suivant à l'intérieur. « J'essaie d'identifier quelques personnes sur une vieille photo, des gens du coin, des années 90. » Le mensonge sortit facilement, bien que Bonnie se sentît mal à l'aise de tromper quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais la transmission radio du bunker l'avait convaincue que ce qu'elle était en train de découvrir était toujours dangereux. Impliquer Patricia sans plus d'informations serait injuste pour elles deux. Patricia la conduisit à la section d'histoire locale, une collection de journaux reliés, d'annuaires de lycée et d'albums photos qui documentaient l'évolution de la ville, de camps miniers à destination touristique. Elles travaillèrent ensemble dans un silence confortable, Patricia sortant les volumes pendant que Bonnie cherchait parmi les photos de réunions du conseil municipal, d'inauguration d'entreprises et d'événements civiques des années 1990. Ce fut dans une édition de 1993 du County Herald qu'elles trouvèrent ce qu'elles cherchaient. Un article en première page sur une subvention fédérale pour les forces de l'ordre rural comprenait la même photographie que Bonnie avait découverte dans le bunker, bien que cette version ne fût pas marquée à l'encre rouge. La légende identifiait l'homme encerclé comme l'agent spécial Robert Henshaw, représentant de la force d'intervention fédérale pour la prévention de la criminalité rurale. « Je me souviens de lui, » dit Patricia à voix basse, étudiant la photo par-dessus l'épaule de Bonnie. « Il est resté dans le coin environ 6 mois cette année-là, soi-disant pour aider à coordonner une sorte d'initiative anti-drogue. Un homme silencieux, il restait dans son coin, logeant au Morrison Inn, jusqu'à ce qu'il ait terminé ce qu'il avait à faire. Et... » Bonnie sentit son pouls s'accélérer. Un agent fédéral travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales, dont la présence avait apparemment justifié une documentation spéciale de la part de quiconque, avait mis en place l'opération de surveillance. Les pièces du puzzle commençaient à former un motif, bien qu'elles ne comprennent pas encore quelle image elles créaient. « Vous connaissiez les autres hommes sur la photo ?» demanda Bonnie, essayant de garder un ton neutre. Patricia désigna chaque visage, un par un. Tom Bradley, bien sûr. Le docteur Webb, le maire Morrison. Le 5e est Carl Winters. Il était le médecin légiste du comté à l'époque. Il a pris sa retraite et a déménagé en Floride vers 2000, si je me souviens bien. 5 hommes, tous en position d'autorité, travaillant tous avec un agent fédéral sur une sorte d'initiative de maintien de l'ordre. Bonnie prit des notes soignées, bien qu'elle sentît la curiosité de Patricia grandir à chaque question. « Ça n'aurait rien à voir avec ces étranges questions que vous posiez sur l'histoire locale le mois dernier, par hasard ?» demanda Patricia, son instinct de bibliothécaire décelant un schéma que Bonnie espérait garder secret. La question prit Bonnie au dépourvu.
Elle avait oublié son enquête désinvolte sur les familles qui avaient brusquement quitté la ville dans les années 90. Une conversation qui semblait innocente à l'époque, mais qui maintenant paraissait une révélation dangereuse de son intérêt pour cette période précise. J'essaie juste de rassembler quelques morceaux de l'histoire de ma famille, dit Bonnie, mais elle vit à l'expression de Patricia que l'explication n'était pas entièrement convaincante. Elles passèrent une autre heure à parcourir les documents, trouvant des références supplémentaires à la force d'intervention de l'agent Henshaw et aux subventions fédérales qui avaient financé l'expansion des capacités de surveillance pour les autorités rurales. Plus elles en découvraient, plus l'opération semblait légitime, ce qui ne faisait qu'ajouter à la confusion de Bonnie concernant le bunker caché et son équipement sophistiqué. Alors qu'elle se préparait à partir, Patricia toucha doucement le bras de Bonnie. « Si vous enquêtez sur quelque chose qui pourrait être dangereux, vous devriez savoir que vous n'êtes pas la première à poser des questions sur cette période. » Bonnie sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire ?» Il y a environ 5 ans, un jeune journaliste de Charleston est venu poser des questions sur les opérations fédérales dans les années 90. Il s'intéressait particulièrement aux familles qui avaient déménagé subitement, très persistant, très méticuleux. Patricia marqua une pause, baissant la voix. Il a eu un accident de voiture sur l'autoroute 9 environ une semaine après sa dernière visite. Un seul véhicule. Il est sorti de la route en plein jour. La police d'État a conclu qu'il s'était endormi au volant. L'implication plana entre elles comme une menace qu'aucune des deux femmes ne voulait reconnaître directement, mais Bonnie comprit le message. Ses recherches suivaient une piste qui s'était déjà avérée dangereuse pour au moins une autre personne. « Merci pour l'avertissement, » dit Bonnie avec précaution. Patricia hocha la tête, puis disparut entre les étagères un instant avant de revenir avec une enveloppe Kraft. Ce sont des photocopies de tout ce que nous avons trouvé aujourd'hui, plus quelques documents supplémentaires que j'ai pensé pertinents. Considérez cela comme un point de départ pour votre projet d'histoire familiale. En retournant à sa camionnette, Bonnie sentit le poids de l'enveloppe comme un fardeau qu'elle n'était pas sûre d'être prête à porter. L'équipement radio dans le bunker semblait soudain moins une technologie abandonnée et plus une menace active, surveillant des fréquences que quelqu'un utilisait encore pour coordonner des activités qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle rentrait chez elle par la route de montagne qu'elle parcourait en toute sécurité depuis 40 ans, Bonnie se surprit à regarder dans son rétroviseur plus souvent que d'habitude. Le paysage qui avait toujours représenté la sécurité et la solitude semblait maintenant exposé et vulnérable, comme si des yeux cachés suivaient ses mouvements depuis des positions qu'elle ne pouvait identifier. De retour à la cabane, elle étala les documents de Patricia sur la table de la cuisine, à côté de ceux du bunker. Le motif qui se dégageait était troublant dans ses implications. Des agents fédéraux travaillant avec les autorités locales, des familles déménageant soudainement, et une opération de surveillance assez sophistiquée pour nécessiter des installations souterraines permanentes. Rex observait son travail depuis sa place préférée près de la cheminée, levant occasionnellement la tête pour regarder vers la porte, comme s'il sentait un danger approcher. Son malaise devenait contagieux, et Bonnie se surprit à remettre en question chaque son de la forêt, chaque craquement des vieilles poutres de la cabane. À la tombée de la nuit, elle prit une décision qui aurait semblé paranoïaque une semaine plus tôt. Elle chargea le vieux fusil de chasse de son grand-père et le plaça près de la porte d'entrée. Puis elle vérifia les verrous de toutes les fenêtres avant de s'installer pour poursuivre ses recherches. La photo de l'agent Henshaw la fixait depuis la table. Son visage, marqué d'un cercle, était un rappel que certains secrets méritaient une attention particulière de la part de personnes qui avaient en les ressources et la motivation pour les garder enfouis. Mais Bonnie Walsh avait passé 40 ans à apprendre les secrets de la montagne, et elle n'était pas du genre à se laisser intimider par des gens qui pensaient pouvoir cacher leurs activités dans son jardin.
S'ils voulaient jouer à des jeux de surveillance et d'intimidation, ils allaient découvrir que les gens de la montagne avaient leur propre méthode pour observer et attendre. La question était de savoir si elle parviendrait à découvrir la vérité avant que les responsables du bunker ne décident qu'elle en savait trop pour poursuivre son enquête. Son retour au bunker, ce mardi-là, était motivé par une découverte qui avait tenu Bonnie éveillée une bonne partie de la nuit. Dissimulée dans la collection de documents de Patricia, se trouvait une référence à une opération conjointe, locale et fédérale, baptisée Projet Clearwater. Un nom qui n'apparaissait dans aucun document officiel, mais qui avait été mentionné dans une unique lettre à la rédaction, publiée dans la section Opinion du Herald, puis rapidement retirée. La lettre, écrite par une personne s'identifiant simplement comme un citoyen inquiet, s'interrogeait sur la disparition soudaine de 3 familles de la région et suggérait que les autorités fédérales étaient impliquées dans la relocalisation de personnes sans les papiers appropriés. Le démenti, publié une semaine plus tard, affirmait que la lettre était basée sur des rumeurs infondées et présentait des excuses pour toute l'angoisse causée aux familles mentionnées. Mais ces familles, les Kowalski, les Henderson et les Santos, avaient bel et bien disparu des registres de la ville après 1993, laissant derrière elles des propriétés rapidement vendues aux enchères et des commerces qui avaient fermé sans explication. Bonnie se souvint alors qu'elle avait connu certaines de ces personnes, qu'elle les avait vues au magasin des Henderson et au festival annuel de la moisson. Leur absence de sa mémoire n'était pas due au passage du temps, mais au fait qu'elles avaient été soigneusement effacées de la conscience collective. Cette fois, Rex refusa de s'approcher du bunker, se postant en sentinelle à la lisière de la clairière, d'où il pouvait surveiller à la fois l'entrée dissimulée et les sentiers forestiers menant vers la sécurité. Sa réticence était devenue absolue, et Bonnie ne lui en voulait pas. L'endroit semblait différent maintenant qu'elle comprenait qu'il faisait partie d'une opération active, et non d'une relique abandonnée. À l'intérieur de la chambre de béton, elle se dirigea directement vers les classeurs, avec une approche plus systématique. Le tiroir inférieur du plus grand meuble possédait un double fond qu'elle n'avait pas remarqué lors de sa première exploration. Derrière, elle trouva un journal relié en cuir que quelqu'un avait pris grand soin de cacher. Les pages du journal étaient remplies de notes manuscrites datées de mars à septembre 1993. L'écriture était précise et analytique, l'œuvre de quelqu'un habitué à tenir des registres détaillés. Tandis que Bonnie lisait à la lueur de sa lampe de poche, l'ampleur du projet Clearwater commença à se révéler en des termes qui la glacèrent jusqu'aux os. 15 mars. Famille Henderson confirmée apte à la relocalisation. Les dettes de jeu du père fournissent le levier nécessaire à la coopération. Enfants de 8 et 12 ans nécessiteront un traitement délicat durant la transition. 3 avril. Relocalisation des Santos en cours dans les délais. Irrégularité dans le statut d'immigration de la mère, découverte grâce à la surveillance, constituent une excellente motivation pour obtenir leur coopération. Aucune résistance attendue. 18 mai. Situation Kowalski, compliquée par le passé militaire du père. Traitement accéléré recommandé pour minimiser les risques de sécurité. Unité Sept signale une activité suspecte des contacts militaires des sujets. Et, page après page, le journal détaillait l'identification systématique, la surveillance et la relocalisation de familles qui semblaient avoir été sélectionnées sur la base de vulnérabilités exploitables pour garantir leur coopération. Mais relocaliser où? Et pourquoi une opération aussi élaborée était-elle nécessaire pour ce qui semblait être des départs volontaires? La réponse se trouvait dans les dernières entrées du journal. Rédigées en septembre 1993, l'écriture y devenait moins maîtrisée, les observations plus personnelles et troublantes.
12 septembre. Les paramètres du projet ont dépassé les limites acceptables. La recommandation de suspendre les protocoles actuels a été ignorée par la supervision fédérale. L'équipe locale exprime des inquiétudes quant à des solutions permanentes mises en œuvre sans autorisation appropriée. 20 septembre. La réunion de Henshaw avec les contacts fédéraux a abouti à un ordre de cessation immédiate. Toutes les opérations locales doivent être terminées sous 72 heures. Le site doit être scellé et abandonné. Le personnel est tenu au silence permanent en vertu des dispositions de la sécurité nationale. 23 septembre. Dernière entrée. Je ne peux, en bonne conscience, continuer à participer. L'équipement doit être laissé opérationnel à des fins de surveillance, mais la phase active est terminée. Que Dieu nous vienne en aide à tous pour ce que nous avons laissé se produire ici. La dernière page du journal contenait une liste de noms qui fit trembler les mains de Bonnie tandis qu'elle les lisait. Les 3 familles qui avaient été relocalisées y figuraient, accompagnées de dates et d'un seul mot à côté de chaque entrée. Éliminées, pas relocalisées, éliminées. Bonnie se laissa tomber sur la chaise en métal, le journal tremblant entre ses mains, tandis que l'horreur totale de sa découverte s'emparait d'elle. Il ne s'agissait pas de relocalisation volontaire ou de programme de protection des témoins. C'étaient des exécutions, menées sous le couvert d'une opération fédérale et dissimulées par l'élimination systématique des preuves. Les familles dont elle se souvenait de ses premières années dans les montagnes, des familles avec des enfants qui jouaient dans la même forêt où elle marchait maintenant, avaient été assassinées par les mêmes personnes qui avaient juré de les protéger. Et toute l'opération avait été documentée, enregistrée et archivée dans ce bunker caché, comme les pièces sa conviction d'un procès qui n'aurait jamais lieu. Mais qui avait écrit ce journal? L'écriture ne correspondait à aucun des documents officiels, et le ton suggérait quelqu'un qui avait été présent lors des opérations, mais qui était devenu de plus en plus mal à l'aise face à leur escalade. Quelqu'un avec une conscience, qui avait tenté de s'opposer à ce qui se passait. La réponse se trouvait dans une enveloppe Kraft, coincée derrière le double fond. À l'intérieur, elle trouva une carte d'identité fédérale de l'agent spécial Robert Henshaw, l'homme dont le visage était encerclé à l'encre rouge sur la photographie. Mais la carte n'était pas seule. Attachée à elle se trouvait une note manuscrite, de la même écriture que les entrées du journal. Si vous lisez ceci, c'est que quelqu'un a découvert ce que nous avons fait ici. J'ai essayé d'arrêter ça, mais quand j'ai compris la véritable ampleur de l'opération, il était trop tard pour sauver les familles qui avaient déjà été traitées. L'équipement est toujours actif, parce qu'ils sont toujours là. Les gens qui ont ordonné ces meurtres, ils surveillent ces fréquences pour s'assurer que les témoins comme moi restent silencieux. Si vous voulez survivre à votre découverte, ne faites confiance à aucun officiel. La conspiration inclut des agents fédéraux, des autorités locales et des civils. Ma mort n'était pas un suicide, peu importe les apparences. Harry Henshaw, septembre 1993. Bonnie lut la note 3 fois avant d'en saisir pleinement les implications. L'agent Henshaw avait tenté d'exposer l'opération, pas de la diriger. Sa présence sur la photo officielle prenait maintenant tout son sens. Il documentait les preuves de crimes commis sous l'autorité fédérale. Il ne les coordonnait pas. Et si sa note disait vrai, alors les responsables des meurtres étaient toujours actifs, surveillant toujours les fréquences radio, toujours prêts à tuer pour protéger leurs secrets. Le jeune journaliste mort dans un accident de voiture, le prétendu suicide de l'agent Henshaw. Combien d'autres personnes avaient découvert des pièces de ce puzzle et l'avaient payé de leur vie? L'équipement radio, soudain, semblait moins une technologie abandonnée qu'une toile d'araignée, attendant de détecter la moindre vibration qui pourrait indiquer que quelqu'un s'approchait trop près de la vérité. Comme invoquée par ses pensées, l'une des unités se ranima. Basée
À Unité Sept. Activité inhabituelle détectée sur le site C. Allez investiguer et faites votre rapport. Unité 7. La désignation apparaissait dans les entrées du journal, toujours en lien avec des activités de surveillance et de suivi. Quelqu'un était encore là, dehors, observant toujours, rapportant à quiconque avait repris l'opération après la mort de l'agent Henshaw. Bonnie ramassa le journal et la carte d'identité, ses mains se mouvant rapidement à mesure que la gravité de la situation devenait claire. Elle était tombée sur une conspiration qui avait déjà coûté plusieurs vies, et sa découverte du bunker avait presque certainement été détectée par les systèmes de surveillance encore en place. Alors qu'elle se préparait à quitter la chambre, la radio grésilla de nouveau. Unité 7 à base. Le sujet est à l'intérieur du site C depuis 37 minutes. Je recommande une intervention immédiate. La voix était locale, familière de la manière dont les voix des petites villes ont des intonations et des inflexions distinctes. Quelqu'un qu'elle aurait pu croiser dans la rue, quelqu'un qui observait ses mouvements et les rapportait au coordinateur qui avait prouvé leur volonté de tuer. Bonnie éteignit sa lampe de poche et se dirigea vers l'entrée dans l'obscurité, guidée par le faible rectangle de lumière du jour qui marquait la porte. L'aboiement anxieux de Rex lui parvint de la clairière, et elle pouvait voir sa silhouette faire les 100 pas, comme s'il sentait le danger approcher. Elle sortit du bunker dans la lumière du matin, qui lui parut un salut, mais la sensation fut de courte durée. L'attention de Rex était fixée sur la lisière des arbres, au-delà de la clairière. Sa posture était rigide, avec cette intensité concentrée qu'il affichait lorsqu'il traquait une proie dangereuse. Quelqu'un était là, à observer, à rapporter et probablement à coordonner son élimination. Tout comme ils avaient éliminé l'agent Henshaw, le jeune journaliste, et quiconque s'était approché de trop près de la vérité sur le projet Clearwater. La montagne qui avait été son refuge pendant 40 ans était devenue un terrain de chasse, et Bonnie Walsh était désormais la proie. Les dossiers médicaux que Bonnie découvrit dans un compartiment caché sous le classeur principal du bunker racontaient une histoire si systématique et complète qu'elle en eut le souffle coupé. Les certificats de décès des 3 familles étaient signés par le docteur Marcus Webb et authentifiés par le médecin légiste du comté, Carl Winters. Les causes de décès documentées ressemblaient à un catalogue d'accidents commodes et de maladies soudaines. James Anderson, crise cardiaque, 34 ans. Aucune autopsie pratiquée. Maria Santos, accident de voiture. Retournement d'un seul véhicule. Aucun témoin. Paul Kowalski, accident de chasse. Tir accidentel. Les décès des enfants étaient répertoriés comme des complications des mêmes incidents qui avaient coûté la vie à leurs parents. La fille de 8 ans de Maria Santos serait morte des suites de blessures subies dans le même accident de voiture, tandis que les enfants Henderson et Kowalski avaient succombé à diverses urgences médicales qui, par coïncidence, s'étaient produites quelques jours seulement après le décès de leurs parents. Mais ce furent les notes du médecin légiste, manuscrites dans les marges et sur des feuilles de papier séparées, qui révélèrent la véritable horreur de ce qui avait été fait. Le docteur Webb avait documenté des preuves qui contredisaient chacune des causes officielles de décès. Des blessures par balle qui ne correspondaient pas à des accidents de chasse, des schémas de traumatismes incompatibles avec des accidents de la route, et des résultats toxicologiques qui avaient été délibérément omis des rapports finaux. Le patient présente des blessures de défense aux mains et aux avant-bras, compatibles avec une lutte, indiquait une note jointe au dossier de James Henderson. Trajectoire de la blessure par balle incompatible avec les circonstances déclarées. Enquête complémentaire recommandée. Mais cette recommandation avait été barrée à l'encre rouge, remplacée par une annotation.
Affaire classée sur directive fédérale. Les dossiers médicaux de chaque famille contenaient des divergences similaires. Les preuves de violence avaient été systématiquement documentées puis officiellement ignorées. Le docteur Webb avait été méticuleux dans ses examens, enregistrant des détails qui peignaient un tableau clair de multiples homicides déguisés en accidents et en morts naturelles. Bonnie se retrouva assise sur le sol froid en béton du bunker, entourée des preuves de meurtre commis 30 ans plus tôt, et dissimulées par les mêmes personnes en qui la communauté avait confiance pour la protéger. Le poids de la vérité était écrasant, non seulement à cause des crimes eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils avaient été complètement effacés de la mémoire collective. Elle se souvenait maintenant d'avoir assisté aux funérailles de certaines de ses familles. La communauté s'était rassemblée autour des pertes tragiques, apportant des plats cuisinés et des fleurs, offrant du réconfort à des survivants qui, en réalité, n'avaient pas survécu. La ville entière avait été manipulée pour pleurer des accidents fictifs, tandis que les vraies victimes gisaient dans des tombes qui gardaient des secrets plutôt que la paix. Mais où se trouvaient les véritables lieux de sépulture? Les registres des pompes funèbres montraient que les 3 familles avaient été incinérées. Un choix inhabituel pour une communauté où l'enterrement traditionnel était la norme. Les crémations avaient été accélérées, achevées dans les 48 heures suivant le décès, les cendres prétendument dispersées dans des lieux choisis par des parents survivants qui n'existaient pas. Cela signifiait que les corps avaient été éliminés de manière à empêcher toute possibilité d'examen ou d'enquête future. Les meurtres n'avaient pas seulement été commis, ils avaient été planifiés avec une minutie qui suggérait une expertise professionnelle dans la dissimulation de crimes violents. Les mains de Bonnie tremblaient tandis qu'elle prenait en photo chaque document avec son téléphone portable, constituant une archive numérique de preuves qui pourrait être la seule attestation que ces familles avaient jamais existé. La nature systématique de la dissimulation suggérait que d'autres preuves avaient été délibérément détruites, laissant les archives du bunker comme unique témoignage de ce qui s'était réellement passé. Pendant qu'elle travaillait, un bruit venant de l'extérieur la figea sur place. Rex aboyait de nouveau, mais cette fois, son alarme était continue et urgente, le genre d'avertissement qu'il donnait lorsque des étrangers approchaient de son territoire. Bonnie éteignit l'appareil photo de son téléphone et tendit l'oreille, essayant de déterminer le degré de danger immédiat auquel elle était confrontée. Les pas étaient délibérés et mesurés, mais pas assez prudents pour ne pas être détectés par un chien dont l'ouïe avait été aiguisée par des années de vie dans les montagnes. Quelqu'un approchait du bunker et essayait de se déplacer silencieusement sur un terrain qui rendait la discrétion presque impossible. Bonnie rassembla les documents les plus importants et les glissa dans sa veste. Puis, elle se dirigea vers le mur du fond de la chambre, là où les ombres offraient la meilleure couverture. Si la personne qui approchait avait l'intention de la piéger dans le bunker, elle devait comprendre ses intentions avant de décider si elle devait tenter de fuir ou rester cachée. Les pas s'arrêtèrent juste à l'entrée. Les aboiements de Rex cessèrent, remplacés par un grondement sourd, signe qu'il se tenait sur la défensive, prêt à attaquer ou à fuir, selon l'évolution de la situation. Bonnie retint son souffle et attendit. « Madame Walsh ». La voix était celle d'une personne âgée, hésitante, avec un accent local prononcé. « Je sais que vous êtes là. Je vous ai vu entrer, et il faut que je vous parle avant qu'il ne soit trop tard. »« Ah, t'es pas... » L'accent était purement montagnard, vieilli et buriné comme du vieux bois. Quiconque parlait vivait dans ces collines depuis des décennies, assez longtemps pour développer cette cadence si particulière qui marquait une vie entière passée ici. Mais cela ne signifiait pas qu'il était sans danger. Les habitants faisaient partie du complot depuis le début. Je m'appelle Jimmy Kowalski. Paul était mon frère aîné. Le nom frappa Bonnie tel un choc physique. D'après les dossiers médicaux,
Paul Kowalski, était mort dans un accident de chasse en septembre 1993. Si cet homme disait la vérité, alors elle parlait à un survivant, quelqu'un qui avait perdu sa famille dans les meurtres du projet Clearwater et qui pourrait avoir des réponses à des questions qu'elle ne savait même pas comment poser. J'ai attendu 30 ans que quelqu'un trouve cet endroit, continua la voix. J'ai attendu quelqu'un d'assez courageux ou d'assez fou pour ouvrir cette porte et voir ce que nous avons fait ici. Nous, pas eux. Et Jimmy Kowalski était impliqué dans ce qui était arrivé à la famille de son propre frère. Les implications de cette révélation retournèrent de l'estomac de Bonnie, mais elle se força à rester calme et à évaluer la situation rationnellement. « Je sors !» cria-t-elle, en s'assurant que sa voix transmet une confiance qu'elle était loin de ressentir. « Mais mon chien est protecteur et je suis armé. » Cette dernière partie était un mensonge. Son fusil était à la cabane, mais Jimmy Kowalski n'avait pas besoin de le savoir. S'il avait l'intention de lui faire du mal, une petite feinte pourrait lui faire gagner du temps pour s'échapper, ou du moins, le faire reconsidérer son approche. Bonnie sortit du bunker et découvrit un vieil homme à environ 6 mètres de là, les mains levées en signe de reddition. Il était mince et usé par le temps, probablement septuagénaire, avec ce teint hâlé que donnent des décennies de travail en plein air. Rex se tenait entre eux, le poil hérissé, mais sans avancer, lisant le langage corporel de l'homme, à la recherche du moindre signe de menace. « Je n'avais pas le choix, » dit Jimmy, la voix brisée par une émotion qui semblait sincère. « Ils ont dit que si je ne les aidais pas, ils tueraient ma femme et mes enfants aussi. Alors, j'ai creusé les tombes et j'ai gardé le silence pendant 30 ans. » La confession flotta entre eux comme un défi, forçant Bonnie à décider si elle avait affaire à une victime ou à un criminel. La distinction était cruciale. L'un pourrait l'aider à révéler la vérité, tandis que l'autre pourrait être en train de lui tendre un piège pour la réduire au silence à jamais. « Racontez-moi ce qui est arrivé à votre frère, » dit Bonnie, en gardant ses distances, mais en laissant la conversation se poursuivre. Le visage de Jimmy se crispa sous le poids d'une douleur qu'il avait soigneusement dissimulée pendant 3 décennies. « Ils m'ont forcé à regarder, » murmura-t-il. « Ils ont dit que je devais comprendre ce qui arrivait aux gens qui ne coopéraient pas avec les enquêtes fédérales. Paul a essayé de se battre. C'était un bon soldat, entraîné au combat, mais ils étaient 4, et ils avaient ses enfants. » Le vieil homme s'affaissa sur une souche, paraissant soudain faire plus que ses 70 ans. « Ils ont tué les enfants d'abord, forçant Paul et sa femme à assister à la scène. Puis ils ont fini le travail, un travail de pro, rapide et propre. Ensuite, ils m'ont donné une pelle et m'ont dit où creuser. » Bonnie eut la nausée, mais elle se força à poser la question essentielle. « Où les avez-vous enterrés ?» Jimmy désigna une partie de la forêt que Bonnie avait arpentée des dizaines de fois au fil des ans. « À 400 mètres dans cette direction, près du vieux chêne frappé par la foudre. 3 tombes, sans marque. Enfin, pas sans marque si on sait où chercher. J'ai gravé de petits symboles sur les arbres voisins. Rien d'évident, mais quelque chose pour m'aider à me souvenir où ils reposent. » La révélation qu'elle était passée à côté de victimes de meurtre pendant des décennies rendit la montagne étrange et dangereuse d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais la volonté de Jimmy de révéler l'emplacement des tombes suggérait soit un remords sincère, soit un piège élaboré pour la conduire dans une embuscade. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce qu'ils vieillissent et deviennent négligents, » répondit Jimmy. « Parce que de nouvelles personnes posent des questions et que le trafic radio a de nouveau augmenté. Parce que je me meurs d'un cancer et que je n'irai pas dans ma tombe en emportant leurs secrets. » Et il plongea lentement la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit carnet
qui semblait avoir été consulté de nombreuses fois au fil des ans. J'ai aussi tenu un registre. Des noms, des dates, des lieux, tout ce dont je pouvais me souvenir sur les personnes impliquées et leur façon de faire. J'ai toujours pensé qu'un jour, il pourrait y avoir une reddition des comptes. Le carnet était en cuir usé, ses pages remplies de notes manuscrites qui semblaient couvrir des décennies. Jimmy le lui tendit comme une offrande, ses mains tremblant à cause de l'âge, de l'émotion, ou des deux. Ils sont toujours là, dit-il. Ceux qui donnaient les ordres, ceux qui ont coordonné la dissimulation. Ils se croient en sécurité parce que suffisamment de temps a passé et que la plupart des témoins sont morts. Mais ils ont tort. Bonnie prit le carnet, dont le poids semblait disproportionné par rapport à sa taille. À l'intérieur, elle trouva des noms qu'elle reconnut, des fonctionnaires, actuels et anciens, des chefs d'entreprise, des gens qu'elle croisait en ville et qu'elle n'aurait jamais soupçonné d'être impliqués dans quoi que ce soit de plus sinistre que la politique locale. « Combien d'autres sont au courant ?» demanda-t-elle. « De moins en moins chaque année, » répondit Jimmy. « La plupart de ceux qui ont participé sont morts. Crise cardiaque, AVC, accident qui n'en était probablement pas. Ceux qui sont encore en vie sont ceux qui donnaient des ordres au lieu de creuser des tombes. » Comme en réponse à leur conversation, l'équipement radio dans le bunker grésilla de nouveau. Cette fois, la transmission était claire et urgente. « À toutes les unités, nous avons une faille de sécurité au site C. Sujet féminin avec assistance locale. Protocole de confinement immédiat recommandé. » Le visage de Jimmy blêmit. « Ils savent que vous êtes là. Ils savent que je vous parle. Il faut quitter cet endroit tout de suite, avant qu'ils n'envoient quelqu'un nettoyer nos dégâts. » Le vieil homme se releva avec une agilité surprenante pour son âge, l'urgence balayant les limites physiques qui semblaient l'accabler quelques instants plus tôt. « Votre camionnette, où l'avez-vous garée ?»« Sur l'ancienne route forestière, à environ 400 mètres au sud, » répondit Bonnie. Rex se rapprocha d'elle, comme s'il sentait lui aussi le besoin de partir sur le champ. « Trop évident, ils doivent déjà la surveiller. » Jimmy désigna une partie de la forêt qui semblait impénétrable aux yeux de Bonnie. « Il y a une vieille route minière par là qui rejoint la route 9, environ 5 kilomètres plus bas sur la montagne. Si on se dépêche et qu'on reste silencieux, on pourra peut-être y arriver avant qu'ils ne mettent des hommes en place pour nous intercepter. » Le choix était difficile et immédiat. Faire confiance à un homme qui venait d'avouer sa participation à un complot meurtrier, ou affronter le protocole de confinement que les voix à la radio réservaient aux failles de sécurité. Aucune des deux options n'offrait beaucoup d'espoir de survie, mais Jimmy Kowalski venait de lui remettre 30 ans de preuves qui pourraient enfin rendre justice à 3 familles assassinées. Et parfois, dans les montagnes comme dans la vie, il fallait choisir le moindre mal plutôt que celui qui restait caché dans l'ombre. La vieille route minière que Jimmy leur fit emprunter était à peine visible sous 30 ans de repousse, mais elle offrait un abri par rapport aux sentiers principaux où leurs poursuivants s'attendraient à les trouver. Rex marchait devant eux, ses instincts de chasseur désormais adaptés pour détecter les menaces humaines plutôt que la faune. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et écoutait, ses oreilles pivotant comme des antennes radars pour capter des sons qui échappaient à la perception humaine. Jimmy se déplaçait dans la forêt avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies à en apprendre les secrets à des fins plus sombres que la simple promenade. Il savait où le sol était assez ferme pour se déplacer sans bruit. Quel chemin évitait les clairières où il pourrait être vu d'en haut, et comment naviguer grâce à des repères invisibles pour l'observateur occasionnel. « Ils utilisent des drones maintenant », dit-il à voix basse, alors qu'il s'arrêtait derrière un énorme chêne abattu. Ça a commencé il y a environ 5 ans, quand ce journaliste s'est approché trop près de la vérité. Imagerie thermique, détection de mouvement.
tout l'arsenal high-tech. C'est comme ça qu'ils ont su que vous visitiez le bunker. La révélation qu'ils étaient suivis par une technologie de surveillance rendit la forêt soudainement exposée et vulnérable. Bonnie se surprit à lever les yeux à travers la canopée, à la recherche de vrombissements mécaniques qui pourraient trahir la présence d'observateurs aériens documentant leur fuite. « Comment connaissez-vous leur méthode ?» demanda-t-elle. L'expression de Jimmy s'assombrit. « Après, parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment laissé partir. Une fois que vous faites partie d'une chose pareille, vous en faites partie pour toujours. Ils m'ont utilisé comme une ressource locale pendant 30 ans. Observer, écouter, signaler tout ce qui sortait de l'ordinaire dans la communauté. Je suis ce qu'ils appellent un moniteur passif, quelqu'un qui a l'air d'un vieil habitant inoffensif, mais qui fonctionne en réalité comme un système d'alerte précoce. Ah. Cette confession expliquait comment ses activités au bunker avaient été détectées si rapidement. Jimmy avait probablement signalé ses allées et venues pendant des semaines avant qu'elle ne découvre l'entrée secrète. Mais sa décision de l'aider maintenant suggérait soit un véritable changement de cœur, soit un piège élaboré dans lequel elle tombait volontairement. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda Bonnie, sans détour. « Parce que je suis en train de mourir », répondit Jimmy sur le ton neutre de celui qui a accepté une réalité funeste. « Cancer du pancréas, diagnostiqué il y a 6 mois. Il me reste 6 semaines à vivre, peut-être 8 si je n'ai pas de chance. Après 30 ans à garder leur secret, j'aimerais passer mes derniers jours à essayer de réparer mes torts. » Ils atteignirent les vestiges d'un ancien camp minier, des fondations en béton et des équipements rouillés, abandonnés lorsque les filons de charbon s'étaient épuisés dans les années 1970. Jimmy les conduisit à une structure qui avait autrefois été un hangar à matériel, ses murs en tôle ondulés, offrant un abri contre les éléments et les regards indiscrets. À l'intérieur du hangar, Jimmy révéla pourquoi il les avait amenés à cet endroit précis. Cachée sous un panneau de plancher soigneusement camouflé, se trouvait une cache de documents, de photographies et de matériel d'enregistrement qui représentait 3 décennies de documentation secrète. « J'ai appris de l'erreur de l'agent Henshaw », expliqua Jimmy en ouvrant des conteneurs étanches remplis de preuves. Il a essayé de travailler au sein du système, de dénoncer les crimes par les voies officielles. Ils l'ont tué pour ça et ont fait passer ça pour un suicide. Alors, j'ai décidé de monter mon propre dossier, en rassemblant des preuves lentement et méticuleusement, en attendant le bon moment pour les utiliser. Les documents que Jimmy avait rassemblés étaient volumineux et accablants. Des photographies de réunions nocturnes entre des responsables locaux et des agents fédéraux non identifiés. Des enregistrements audio de conversation qui révélaient la nature continue du complot. Des registres financiers montrant des paiements de sociétés écrans vers des comptes bancaires locaux. Des noms, des dates et des lieux qui reliaient les crimes actuels aux meurtres originels du projet Clearwater. Mais la découverte la plus choquante fut un dossier intitulé « Opération en cours », qui contenait des rapports de surveillance sur des activités récentes dans la région. Le complot ne s'était pas arrêté avec les meurtres de 93. Il avait évolué en une organisation criminelle continue qui utilisait l'isolement des montagnes pour des activités exigeant un secret absolu et une application impitoyable du silence. « Trafic de drogue », expliqua Jimmy, tandis que Bonnie étudiait des manifestes d'expédition et des cartes de distribution. Ils utilisent les anciennes routes minières et l'accès à la forêt fédérale pour transporter des produits de fournisseurs mexicains vers les marchés de la côte Est. Les meurtres originels visaient à éliminer des témoins, mais l'opération a pris de l'ampleur pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand et plus rentable. Les documents montraient un réseau sophistiqué qui fonctionnait depuis des décennies, protégé par la même combinaison de corruption officielle et d'intimidation violente qui avait dissimulé les crimes initiaux. Les forces de l'ordre local, les agents fédéraux et les fonctionnaires civils
avaient été systématiquement compromis par la corruption, le chantage ou les menaces, faisant de la coopération la seule option viable pour survivre. Tom Bradley Jr. a pris la suite de son père, dit Jimmy, en montrant des photos de surveillance où l'on voyait le shérif actuel rencontrer des criminels connus. Même corruption, nouvelle génération. Il recrute de jeunes agents et fonctionnaires, les implique dans de petites compromissions, puis font monter les enchères jusqu'à ce qu'il soit impossible de reculer. Bonnie réalisa que sa découverte du bunker avait menacé une opération valant des millions de dollars, protégée par des gens qui avaient déjà prouvé leur volonté de tuer. Les transmissions radio qu'elle avait entendues n'étaient pas de la simple surveillance. Elle coordonnait une entreprise criminelle active qui traitait le meurtre comme une dépense commerciale de routine. Patricia Vance a aussi posé des questions, continua Jimmy, en lui montrant un rapport de surveillance qui glaça le sang de Bonnie. Il surveille ses recherches sur l'histoire locale, ses conversations avec les visiteurs, son accès aux archives. Elle est sur leur liste. Le rapport de surveillance sur Patricia était détaillé et menaçant. Des photos de sa routine quotidienne, des transcriptions de conversations téléphoniques et des évaluations de son potentiel à nuire à l'opération. Le même type de documentation qui avait précédé le meurtre des 3 familles en 1993. « Il faut la prévenir », dit Bonnie. « La prévenir ne suffira pas », répliqua Jimmy d'un ton sévère. « Ils ont dépassé le stade des avertissements. La décision a été prise d'éliminer les menaces actuelles avant qu'elles ne puissent exposer l'opération. Cela t'inclut, Patricia, et quiconque pourrait détenir des pièces du puzzle. » Comme en écho à leur conversation, le bruit de moteur leur parvint à travers la forêt. Plusieurs véhicules avançaient lentement sur la route principale, coordonnant probablement une recherche systématique conçue pour les localiser. Rex se figea, soudain alerte, ses narines frémissant pour identifier les odeurs portées par le vent. « Nous devons atteindre Patricia avant eux, » dit Bonnie, en rassemblant les documents les plus importants de la cachette de Jimmy. « Elle n'est pas à la bibliothèque, » dit Jimmy en regardant sa montre. Le mardi après-midi, elle est bénévole au centre pour seniors. Elle aide les résidents avec leurs papiers administratifs. Ils connaissent son emploi du temps mieux qu'elle-même. Ah mais ça! Le centre pour seniors se trouvait en plein cœur de la ville, entouré de commerces et de zones résidentielles. Toute tentative d'extraction serait extrêmement visible, tant pour les civils que pour leurs poursuivants. Mais cela signifiait aussi que Patricia était entourée de témoins, des gens qui poseraient des questions si elle disparaissait ou avait un accident en plein jour. « Comment l'atteindre sans tomber dans un piège ?» demanda Bonnie. Jimmy esquissa un sourire sombre en sortant une radio semblable à l'équipement qu'ils avaient vu dans le bunker. « En utilisant leur propre communication contre eux. Cela fait des années que je surveille leurs fréquences, que j'apprends leurs procédures et leurs mots de code. Il est temps de mettre ces connaissances à profit. » Et il alluma la radio et commença à balayer les fréquences, à la recherche des conversations de coordination qui révéleraient les positions et les intentions de leurs poursuivants. Après quelques minutes, il trouva ce qu'il cherchait. Des voix discutaient de la répartition des ressources autour de cibles potentielles. L'unité 3 est en position à la bibliothèque. L'unité 5 surveille le centre pour seniors. L'unité 7 coordonne avec les ressources locales le bouclage des routes 9 et 15. L'ampleur de l'opération était écrasante. Ils n'avaient pas affaire à quelques fonctionnaires corrompus, tentant de couvrir d'anciens crimes. Ils faisaient de face à un réseau criminel bien financé et organisé de manière professionnelle, disposant de plusieurs équipes d'agents entraînés et de la coopération des autorités locales. « Combien de personnes sont impliquées là-dedans ?» demanda Bonnie. « Plus que tu ne l'imagines, moins qu'ils ne voudraient nous le faire croire, » répondit Jimmy. « Le noyau dur compte peut-être 8 ou 10 personnes,
mais ils ont cultivé un réseau de collaborateurs passifs qui fournissent des informations et une assistance sans comprendre la portée réelle de ce qu'ils soutiennent. Quoi? Il désigna des noms sur une liste qui comprenait des hommes d'affaires locaux, des fonctionnaires du comté et des agents fédéraux compromis par diverses formes de coercition. La plupart de ces gens pensent qu'ils aident à des activités légitimes de maintien de l'ordre ou à des opérations de sécurité nationale. Ils ne savent rien des meurtres ou du trafic de drogue. La radio grésilla de nouveau, cette fois avec une transmission qui les figea tous les deux. À toutes les unités, cible prioritaire, une femme, la soixantaine, accompagnée d'un homme plus âgé et d'un grand chien, vu pour la dernière fois se déplaçant vers le sud-est depuis le site C. Ordre. Interpellé pour interrogatoire et éliminé en cas de résistance. Interpellé pour interrogatoire. L'euphémisme ne les trompait pas. Ils avaient vu les résultats des techniques d'interrogatoire du projet Clearwater, documentés dans les rapports du médecin légiste. Le temps nous est compté, dit Jimmy, en rassemblant son équipement, prêt à partir. Si nous voulons sauver Patricia et exposer cette opération, nous devons agir maintenant, avant qu'ils ne puissent consolider leur position et éliminer tous les témoins. Alors qu'ils se préparaient à quitter la cabane de mine abandonnée, Bonnie réalisa que leur situation dépassait la simple survie. Ils étaient désormais les seuls à détenir la connaissance complète d'une conspiration criminelle qui opérait avec succès depuis 30 ans. Le poids de cette responsabilité était écrasant, mais aussi libérateur. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Bonnie Walsh savait exactement ce qu'elle devait faire, même si cela signifiait affronter des dangers qui pourraient lui coûter tout ce qu'elle avait construit dans ces montagnes qu'elle considérait comme son foyer. Le badge fédéral que Jimmy sortit du compartiment le plus profond de sa cage de preuves n'était ni vieux ni corrodé comme les documents qu'ils avaient examinés. La carte d'identité était récente, émise il y a seulement 2 ans au nom de l'agente spéciale Maria Santos. La même Maria Santos qui était censée être morte dans un accident de voiture avec sa fille de 8 ans en 1993. Bonnie fixa le badge, peinant à en saisir les implications. Ce n'est pas possible. Maria Santos est morte il y a 30 ans. J'ai vu son certificat de décès. Baslero. Maria Santos, l'épouse et la mère, est morte il y a 30 ans, dit doucement Jimmy. Mais Maria Santos, l'agente fédérale, est bien vivante et travaille sous couverture depuis lors. Elle n'a jamais été une victime. Elle était la coordinatrice fédérale du projet Clearwater. La révélation frappa Bonnie comme un coup de poing. Tout ce qu'elle pensait avoir compris du complot venait d'être renversé. La femme qu'elle croyait avoir été assassinée était en réalité l'agente fédérale chargée de coordonner les meurtres de sa propre famille. L'accident de voiture a été mis en scène, poursuivit Jimmy, sa voix lourde du poids des secrets qu'il portait depuis 3 décennies. Son mari et sa fille étaient de vraies victimes, mais Maria a survécu et a reçu une nouvelle identité dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins, sauf qu'elle n'était pas protégée de criminels. Elle était protégée des poursuites judiciaires pour son rôle dans les meurtres. Les documents qui accompagnaient le badge racontaient une histoire encore plus troublante que la conspiration initiale. Maria Santos était une agente fédérale infiltrée enquêtant sur les liens du crime organisé dans la Virginie occidentale rurale. Son mariage avec Carlos Santos et leur fille, Elena, était authentique. Mais sa mission était d'infiltrer les réseaux criminels, en utilisant sa famille comme couverture pour des opérations de surveillance de longue durée. Lorsque les familles du crime organisé ont découvert sa véritable identité, elles ont exigé que les autorités fédérales l'éliminent, sous peine de représailles contre d'autres opérations clandestines à travers le pays. Au lieu de l'exfiltrer en toute sécurité,
Ses supérieurs ont choisi de simuler sa mort et d'utiliser l'incident pour tester de nouveaux protocoles de protection d'actifs secrets. Les autres familles, les Henderson et les Kowalski, étaient de vrais témoins qui avaient découvert des preuves de corruption fédérale, expliqua Jimmy. Les superviseurs de Maria ont décidé de les éliminer en même temps, faisant passer cela pour une attaque coordonnée contre plusieurs agents fédéraux, plutôt que pour l'assassinat de témoins gênants. Les notes du médecin légiste que Bonnie avait trouvées prenaient maintenant tout leur sens. Le docteur Webb avait documenté des preuves de meurtre, mais on lui avait dit que ces morts étaient nécessaires pour protéger des opérations fédérales. La dissimulation systématique n'était pas le fruit d'une corruption locale. C'était une politique fédérale, mise en œuvre par un réseau de fonctionnaires compromis qui croyaient protéger la sécurité nationale. L'agent Henshaw a tenté de révéler ce qui se passait, poursuivit Jimmy. Il a compris que le projet Clearwater était devenu un terrain d'essai pour des techniques d'assassinat et des protocoles d'élimination de témoins qui violaient toutes les protections constitutionnelles qu'il avait juré de défendre. Quand il a menacé de tout rendre public, ils l'ont tué et ont fait passer ça pour un suicide. Mais la révélation la plus choquante se trouvait dans les registres de communication que Jimmy avait interceptés au fil des ans. Maria Santos n'avait pas disparu après sa mort simulée. Elle avait été promue dans la hiérarchie fédérale, devenant finalement la coordinatrice régionale d'opérations qui utilisait les mêmes techniques testées dans leur communauté montagnarde. Elle est revenue ici plusieurs fois au fil des ans, dit Jimmy, montrant des photos de surveillance d'une femme dans la cinquantaine, visitant le site du bunker et rencontrant des contacts locaux, toujours sous des identités différentes, coordonnant sans cesse de nouvelles opérations qui exigeaient le même type de silence permanent que celui du projet Clearwater. Les photos étaient la preuve irréfutable que la conspiration ne s'était pas terminée en 1993. Elle s'était institutionnalisée en un programme fédéral visant à éliminer les témoins et à protéger des actifs par des méthodes incluant l'assassinat systématique de citoyens américains. L'opération de trafic de drogue n'est que la dernière itération, expliqua Jimmy. Ils utilisent l'isolement du lieu et l'infrastructure établie pour tester de nouvelles techniques de contrebande, de blanchiment d'argent et d'élimination de témoins potentiels. Chaque opération offre formation et expérience à des agents fédéraux qui pourraient avoir besoin d'utiliser des méthodes similaires ailleurs. Bonnie réalisa que sa communauté n'avait pas seulement été la victime d'une conspiration criminelle. Elle avait été transformée en un terrain d'entraînement pour des assassins fédéraux, un lieu où les techniques pour assassiner des citoyens américains pouvaient être affinées et perfectionnées, loin de tout examen public. L'équipement radio dans le bunker prit soudain une nouvelle signification. Ce n'était pas seulement du matériel de communication. C'était une pièce d'un réseau de surveillance fédérale qui supervisait des opérations dans plusieurs États, coordonnant des activités qui incluaient la violation systématique des droits civils et des protections constitutionnelles. Combien d'autres communautés sont utilisées de cette manière ? Demanda Bonnie. D'après les communications que j'ai interceptées, au moins une douzaine, répondit Jimmy. Des zones rurales où les agents fédéraux peuvent opérer sans surveillance, où les autorités locales peuvent être compromises ou éliminées, où des populations entières peuvent être contrôlées par la peur et l'intimidation. La portée de la conspiration dépassait tout ce que Bonnie avait pu imaginer. Il n'était pas confronté à une organisation criminelle locale. Il faisait face à un programme gouvernemental secret, en place depuis des décennies, protégé par l'autorité fédérale et financé par des activités criminelles générant des milliards de dollars de revenus non traçables. Mais la menace la plus immédiate était la révélation que Maria Santos se trouvait actuellement dans la région.
coordonnant la réponse à la découverte du bunker par Boni. Le badge fédéral était accompagné de documents de voyage qui montraient son arrivée à l'aéroport régional 2 jours plus tôt, le jour même où Boni avait ouvert la porte d'acier pour la première fois. « Elle surveille la situation via le réseau de surveillance », dit Jimmy. « Les transmissions radio que nous entendons ne viennent pas de sources locales. Elles proviennent d'équipes de coordination fédérale, spécialisées dans l'élimination des témoins et la destruction de preuves. » Le jeune journaliste, mort dans un accident de voiture 5 ans auparavant, n'avait pas été tué par des conspirateurs locaux. Il avait été éliminé par des agents fédéraux utilisant des techniques perfectionnées au cours de 30 années d'opérations dans leur communauté. Sa mort avait été un exercice d'entraînement, une occasion pour de nouvelles recrues de pratiquer des méthodes d'assassinat sous la supervision de tueurs expérimentés comme Maria Santos. « Nous ne luttons pas seulement contre la corruption », réalisa Boni. « Nous luttons contre le gouvernement fédéral lui-même. » « Une partie de celui-ci, » corrigea Jimmy. « La partie qui opère en dehors de tout contrôle constitutionnel, qui traite les citoyens américains comme des pertes acceptables dans des opérations jamais autorisées par le Congrès ni examinées par les tribunaux. » Les preuves qu'ils avaient rassemblées semblaient soudain bien maigres face à un adversaire disposant de ressources fédérales et d'une autorité légale. On ne pouvait pas faire confiance aux autorités locales, car elles étaient compromises ou dépassées. Les autorités de l'État se plieraient à la juridiction fédérale. Même les comités de surveillance du Congrès pouvaient être infiltrés ou trompés par des gens qui avaient passé des décennies à perfectionner les techniques de manipulation des enquêtes officielles. Mais Jimmy avait une dernière révélation qui changea toute la donne. Maria Santos n'est pas la seule agente fédérale travaillant sous une fausse identité dans cette opération, dit-il, tendant un dossier que Boni ouvrit d'une main tremblante. Le shérif actuel, Tom Bradley Jr., n'est pas seulement le fils d'un fonctionnaire local corrompu. C'est un agent fédéral, placé à ce poste pour assurer une coordination continue des opérations qui exigent la coopération des forces de l'ordre local. Les documents fédéraux confirmaient que Thomas Bradley Jr. était diplômé de l'Académie du FBI et avait travaillé pour les forces fédérales pendant 8 ans avant d'être affecté à la coordination secrète en milieu rural en Virginie occidentale. Sa nomination au poste de shérif n'était pas le fruit de la politique locale. C'était une affectation fédérale, conçue pour garantir un contrôle permanent sur l'appareil policier qui protégeait leurs opérations. « Combien d'autres fonctionnaires sont des agents infiltrés ?» demanda Boni. « Nous sommes sur le point de le découvrir, » répondit Jimmy en allumant l'équipement radio qu'il avait rapporté de sa cachette. Parce que Maria Santos vient de donner l'ordre d'un ratissage de sécurité complet de la zone. Tous les fonctionnaires, tous les commerçants, tous les citoyens susceptibles d'avoir des informations sur nos activités sont sur le point d'être contactés et interrogés. Aïe! La radio crépitait de transmissions qui révélaient l'ampleur de l'opération lancée contre eux. Plusieurs équipes fédérales se coordonnaient avec les ressources locales pour mettre en œuvre ce qu'ils appelaient une neutralisation complète des menaces, un euphémisme qui, d'après l'expérience de Jimmy, signifiait l'élimination systématique de toute personne pouvant avoir connaissance de leurs activités. « Ils vont tuer tout le monde », murmura Boni, la réalité de la situation s'abattant sur elle comme une chape de plomb. « Tous ceux qui représentent un risque potentiel pour la sécurité, » confirma Jimmy. « Patricia, parce qu'elle a fait des recherches sur l'histoire locale, les résidents du centre pour seniors, parce qu'ils pourraient se souvenir de détails des années 90, les commerçants qui auraient pu remarquer des activités inhabituelles, quiconque pourrait potentiellement témoigner des crimes fédéraux commis dans cette communauté. » L'ampleur du massacre planifié était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer quelques témoins, mais de l'assassinat systématique de dizaines de personnes
dont le seul crime était de vivre dans une communauté choisie comme terrain d'essai pour des programmes fédéraux d'assassinat. Mais alors que Bonnie mesurait l'énormité de ce à quoi ils étaient confrontés, elle réalisa que les 30 années de documentation de Jimmy leur offraient un avantage crucial. Il connaissait les identités, les méthodes et les positions actuelles des responsables du complot. Pour la première fois en 3 décennies, les observateurs étaient devenus les observés. « Nous ne pouvons pas les empêcher de lancer leur ratissage, » dit Jimmy. « Mais nous pouvons garantir que les preuves de leurs crimes survivront à leur tentative d'éliminer tous les témoins. » La question était de savoir s'ils parviendraient à transmettre ces preuves à des personnes ayant à la fois l'autorité et le courage d'agir avant que Maria Santos et ses escadrons fédéraux ne mènent à bien leur mission de transformer leur paisible communauté montagnarde en un autre exercice d'entraînement réussi pour des assassinats commandités par le gouvernement. La liste détaillée des cibles que Jimmy avait récupérées de sa cache la plus secrète était imprimée sur du papier à en-tête fédérale et portait des classifications indiquant qu'elles provenaient des plus hauts échelons du programme clandestin qu'ils avaient découvert. 23 noms, dont Bonnie Walsh, Patricia Vance et Jimmy Kowalski lui-même, chacun assorti d'une date limite pour son élimination et des méthodes spécifiques à employer. Patricia Vance était marquée pour un accident de voiture dans les 6 prochaines heures. Bonnie Walsh était la cible d'un cambriolage qui tournerait mal cette nuit-là. La mort de Jimmy Kowalski serait attribuée à des complications d'une condition médicale préexistante, une touche particulièrement cruelle compte tenu de son diagnostic de cancer en phase terminale. Mais la liste incluait des noms qui choquèrent Bonnie par leur portée et leur apparente absence de lien. La propriétaire du magasin général de Henderson, Martha Collins, devait être éliminée car elle entretenait de vastes réseaux informels qui pourraient faciliter le partage d'informations. Le directeur du centre pour personnes âgées, Frank Morrison, sans aucun lien avec l'ancien maire, était visé car son accès aux résidents âgés créait un potentiel de coordination de témoignages historiques. Il prévoit d'éliminer quiconque pourrait potentiellement assembler des bribes d'informations, lui expliqua Jimmy, tandis que Bonnie étudiait la liste avec une horreur grandissante. Pas seulement les gens qui connaissent le complot, mais ceux qui pourraient aider les autres à comprendre ce qu'ils ont découvert. Le calendrier était agressif et coordonné. Les 23 éliminations étaient prévues pour se dérouler dans un intervalle de 72 heures, en utilisant des méthodes qui sembleraient sans rapport pour un observateur non averti. Crise cardiaque, accident, suicide, cambriolage et urgence médicale. Un catalogue de malheurs qui dévasterait la communauté, tout en ne paraissant rien de plus qu'une tragique coïncidence de décès sans lien entre eux. Comment avertir 23 personnes sans déclencher les protocoles de sécurité qui accéléreraient leur plan ? Demanda Bonnie. Nous n'avertissons personne, répondit Jimmy sèchement. Les prévenir ne ferait que garantir leur mort plus rapide et ils nous entraîneraient probablement avec eux. La seule façon de sauver ces gens est d'exposer toute l'opération publiquement avec des preuves si accablantes que les autorités fédérales ne pourront ni les ignorer ni les étouffer. Mais les preuves qu'ils avaient rassemblées, bien que considérables, restaient vulnérables aux mêmes techniques qui avaient dissimulé des crimes fédéraux pendant 30 ans. L'authenticité des documents pouvait être contestée, les témoins discrédités ou éliminés, et l'attention des médias pouvait être détournée ou supprimée par des canaux qui avaient fait leurs preuves par le passé. Il nous faut plus que des documents, réalisa Bonnie. Il faut que les responsables se trahissent par leurs propres actions. Jimmy eut un sourire triste et activa l'équipement radio sophistiqué qu'il avait assemblé avec des composants volés au cours de 3 décennies de surveillance secrète. Alors, donnons-leur l'occasion de le faire. Le plan que Jimmy élabora était audacieux dans sa simplicité et terrifiant dans ses risques. Ils utiliseraient le réseau de communication fédéral contre lui-même,
en transmettant de fausses informations destinées à provoquer des réactions qui exposeraient l'ampleur et la nature de la conspiration à des agences de surveillance ne faisant pas partie du programme secret. La NSA surveille toutes les communications des autorités fédérales, expliqua Jimmy en réglant son équipement. Mais il n'analyse généralement pas le contenu, sauf si des mots-clés spécifiques ou des indicateurs de menace sont détectés. Nous allons leur donner ces indicateurs. La fausse urgence que Jimmy proposa signalerait une cellule terroriste opérant dans leur région en utilisant des mots de code et des fréquences qui déclencheraient automatiquement l'attention de la NSA et potentiellement une enquête antiterroriste du FBI. La réponse du programme secret à cette fausse menace révélerait ses activités illégales aux agences fédérales disposant d'une autorité de surveillance légitime. Mais ça signifie que nous signalerons de fausses activités terroristes, protesta Bonnie. C'est un crime fédéral qui pourrait nous envoyer en prison pour des décennies. Nous sommes déjà marqués pour l'exécution, souligna Jimmy. La prison serait une amélioration par rapport aux alternatives qu'ils ont prévues pour nous. La radio grésilla alors que Jimmy commençait à mettre en œuvre son coup désespéré, transmettant des messages soigneusement élaborés pour imiter les schémas de communication de véritables organisations terroristes. En quelques minutes, les systèmes automatisés commencèrent à répondre par des questions et des demandes de coordination, confirmant que leur transmission était interceptée et analysée par plusieurs agences fédérales. Mais la réponse du programme secret fut immédiate, et elle révéla la profondeur de leur infiltration dans les opérations fédérales légitimes. Au lieu de déclencher une enquête sur des activités terroristes, leur transmission était interceptée et redirigée par des canaux qui empêchaient les agences externes de recevoir les informations qui auraient dû provoquer une réponse immédiate. Ils ont compromis les systèmes de surveillance, dit Jimmy, le visage blême, en réalisant que leur plan avait échoué. Maria Santos et son personnel ont accès au réseau de communication de la NSA et du FBI. Ils filtrent tout ce qui pourrait exposer leurs opérations. La sophistication de la corruption était stupéfiante. Le programme secret ne s'était pas contenté d'infiltrer les autorités locales. Ils avaient systématiquement compromis les mécanismes de surveillance fédéraux, garantissant que leurs activités restaient invisibles pour les agences mêmes qui étaient censées les surveiller. Mais les décennies de surveillance de Jimmy l'avaient préparé à cette éventualité. Caché dans sa réserve d'équipement se trouvait un système de communication qui contournait complètement les réseaux fédéraux, se connectant directement à des stations d'écoute internationales qui ne pouvaient être ni contrôlées ni manipulées par les agences américaines. Pendant la guerre froide, les services de renseignement européens ont mis en place des stations d'écoute pour suivre les communications militaires américaines, expliqua Jimmy en assemblant des composants qui ressemblaient plus à de l'équipement de radioamateurs qu'à des appareils de surveillance sophistiqués. Ces stations sont toujours opérationnelles, elles écoutent toujours, et elles ne sont pas soumises à la surveillance du renseignement américain. Le plan qui émergea de cette révélation était encore plus dangereux que leur tentative initiale. Il transmettrait les preuves des crimes fédéraux directement à des services de renseignement étrangers en utilisant des protocoles que Jimmy avait appris pendant son service militaire dans le renseignement des communications. Le risque était énorme. Contacter des agents étrangers avec des informations classifiées était une trahison selon n'importe quelle définition légale, mais c'était aussi leur seule option pour exposer des crimes qui avaient été systématiquement dissimulés à la surveillance américaine. Les Britanniques ont une station d'écoute à Chypre qui intercepte les communications américaines sur cette bande de fréquence, expliqua Jimmy en calibrant l'équipement. Si nous parvenons à attirer leur attention avec la bonne combinaison de mots-clés et de codes d'authentification, ils seront obligés de partager les informations sur les crimes domestiques américains avec les commissions de surveillance du Congrès. Les implications internationales de leur plan étaient vertigineuses. La preuve de programmes d'assassinat fédéraux systématiques
créerait des incidents diplomatiques qui ne pourraient être étouffés par les canaux normaux. Les gouvernements étrangers exigeraient des explications. Des audiences au Congrès seraient obligatoires et l'attention des médias serait impossible à contrôler ou à détourner. Mais alors qu'ils se préparaient à mettre en œuvre cette stratégie désespérée, la radio qu'ils surveillaient explosa soudain d'une activité qui les figea tous les deux de terreur. Toutes unités, failles de sécurité au site D. Suspects ont accédé à du matériel sensible et tentent une communication externe. Mettre en œuvre le protocole terminal immédiatement. Protocole terminal? Le visage de Jimmy blêmit en reconnaissant la désignation du code. Il ne prévoit pas seulement d'éliminer les gens de la liste, murmura-t-il. Il prévoit de raser toute la communauté. Les transmissions qui suivirent révélèrent la portée du protocole terminal, avec des détails cliniques. Une explosion due à une fuite de gaz au centre pour personnes âgées éliminerait les résidents les plus âgés qui pourraient avoir une connaissance historique. Un incendie électrique au magasin général de Henderson détruirait un lieu de rassemblement communautaire et son propriétaire. Plusieurs accidents se produiraient simultanément, créant une catastrophe qui nécessiterait une réponse d'urgence fédérale et fournirait une couverture pour éliminer les témoins restants. « Combien de personnes vivent dans cette communauté ?» demanda Bonnie, sa voix à peine audible. « Environ 400 résidents à l'année, » répondit Jimmy. Plus les visiteurs saisonniers, les randonneurs, les touristes, peut-être 600 personnes au total dans la zone immédiate. Allez, 600 personnes marquées pour l'élimination, pour protéger un programme secret qui fonctionnait depuis 30 ans. L'ampleur du massacre planifié était inconcevable, mais le trafic radio confirmait que des moyens fédéraux étaient déjà en position pour le mettre en œuvre. Des équipes d'intervention d'urgence se positionnaient autour de la communauté. Des spécialistes des matières dangereuses installaient des équipements près des infrastructures critiques. Des hélicoptères d'évacuation médicale étaient en attente à l'aéroport régional. Tous les éléments nécessaires à une catastrophe qui semblerait naturelle, mais qui était en réalité un acte coordonné d'assassinat de masse. Nous avons peut-être 2 heures avant qu'il ne commence que la mise en œuvre, dit Jimmy, travaillant frénétiquement pour achever la connexion de communication internationale. Après ça, rien de ce que nous ferons n'aura d'importance, car il ne restera plus personne pour témoigner de ce que nous avons découvert. Mais leurs préparatifs furent interrompus par le bruit de véhicules qui approchaient. Leur emplacement, plusieurs moteurs se déplaçant selon des schémas coordonnés, suggérait des équipes de recherche professionnelles plutôt qu'un trafic aléatoire. La posture alerte de Rex confirma que leur position cachée avait été compromise, probablement par une technologie de surveillance qui les suivait depuis leur fuite du bunker. « Ils nous ont trouvés », dit Bonnie, rassemblant les preuves les plus importantes pendant que Jimmy continuait à travailler sur l'équipement de communication. « Pas encore, » répondit Jimmy, ses mains se déplaçant avec une efficacité experte malgré le danger imminent. « Mais ils le feront dans les prochaines minutes. Cet équipement a besoin de 30 secondes pour établir la liaison, puis 1 minute de plus pour transmettre le paquet de données. » Les véhicules étaient plus proches maintenant, leur moteur audible à travers le couvert des arbres de la forêt qui leur offrait un camouflage. Rex se déplaça vers l'entrée de leur abri, son langage corporel indiquant que plusieurs menaces approchaient de différentes directions, selon des schémas conçus pour empêcher toute fuite. « Peux-tu terminer la transmission pendant que nous sommes en mouvement ?» demanda Bonnie. « Pas avec cet équipement, » répondit Jimmy. « La liaison internationale nécessite un positionnement précis et une alimentation électrique ininterrompue. Si nous bougeons maintenant, nous perdons notre chance d'exposer leurs crimes. » Le choix était immédiat et déchirant. Abandonner les preuves et fuir, ou rester et tenter de transmettre les preuves des programmes d'assassinat fédéraux, en faisant face à une capture quasi certaine par des gens qui avaient passé des décennies à perfectionner les techniques
pour éliminer les témoins. « Combien de temps avons-nous » demanda Bonnie. Jimmy écouta les moteurs qui approchaient et calcula le schéma de recherche probable. 3 minutes, peut-être 4 s'ils sont prudents en approchant une situation inconnue. Ouais, ça. 3 minutes pour transmettre des preuves qui pourraient sauver 600 vies et exposer des crimes dissimulés depuis 30 ans. 3 minutes pour choisir entre la survie personnelle et la possibilité d'une justice pour les victimes qui avaient été enterrées et oubliées. « Fais-le » dit Bonnie, se dirigeant vers l'entrée de l'abri, d'où elle pouvait surveiller les menaces qui approchaient pendant que Jimmy travaillait à son ultime manœuvre. L'équipement de communication s'anima lorsque les stations d'écoute internationales répondirent au code d'authentification de Jimmy. Les données commencèrent à circuler à travers des canaux cryptés qui ne pouvaient être interceptés ou redirigés par les réseaux compromis du programme secret. Nom, date, lieu, photographies, enregistrements audio et documents qui brossaient un tableau complet de crimes fédéraux s'étendant sur 3 décennies. Mais à mesure que la transmission avançait, les bruits de leur capture se rapprochaient, de plus en plus coordonnés. Des portières de véhicules claquant, des conversations radio coordonnant les schémas de recherche, les pas mesurés de professionnels qui savaient comment gérer des situations dangereuses avec un minimum de risque pour eux-mêmes. 60 secondes restantes, rapporta Jimmy, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré l'air frais de la montagne. Le grognement sourd de Rex indiquait que des silhouettes humaines étaient maintenant visibles à travers la forêt, se déplaçant prudemment mais délibérément vers leur position. Bonnie pouvait apercevoir des éclats d'équipements tactiques et une coordination de style militaire qui confirmait qu'ils faisaient face à des agents fédéraux, plutôt qu'à la police locale. 30 secondes, murmura Jimmy, les voix étant maintenant assez proches pour comprendre des bribes de conversation sur la sécurisation du périmètre et le blocage des voies de fuite. Une terminologie professionnelle, indiquant un entraînement approfondi à des opérations nécessitant le confinement et l'élimination de cibles détenant des informations sensibles. 10 secondes, dit Jimmy, son doigt planant au-dessus de la commande de transmission. Le premier agent fédéral apparut à la lisière de la clairière, son arme levée et pointée sur leur abri. Derrière lui, d'autres silhouettes se mettaient en position de manière à rendre toute fuite impossible, même s'ils avaient envisagé d'essayer. « Transmission terminée », annonça Jimmy, au moment même où la première voix criait avec l'autorité de quelqu'un habitué à une obéissance absolue. « Agents fédéraux, sortez de la structure, les mains en l'air, et préparez-vous à être arrêtés. » Mais alors que Bonnie et Jimmy sortirent de l'abri, les mains levées, Rex resta à l'intérieur, posté à côté de l'équipement, qui transmettait toujours leur position et leurs activités aux stations d'écoute internationales. La loyauté du chien leur offrait un dernier avantage. La preuve en temps réel de leur capture par des agents fédéraux serait transmise aux services de renseignement étrangers, créant une pression internationale immédiate pour obtenir des explications sur les programmes d'assassinat domestiques américains. « Vous avez fait une grave erreur », leur dit l'agent principal en leur passant les menottes. Interférer dans des opérations fédérales et communiquer des informations confidentielles à des gouvernements étrangers étaient des crimes passibles de la peine capitale en vertu de la loi sur l'espionnage. Mais Bonnie Walsh avait passé 40 ans à apprendre que certaines erreurs méritaient d'être commises et que certains prix devaient être payés pour avoir la chance de mettre la vérité en lumière. Alors que les agents fédéraux s'emparaient des preuves et se préparaient à mettre en œuvre le protocole terminal qui éliminerait toute sa communauté, elle réalisa que son coup désespéré avait réussi, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Les observateurs étaient enfin devenus les observés, et le monde prêtait désormais attention à ce qui se passait à Forgotten Mountain, une de ces communautés où des agents fédéraux s'exerçaient à assassiner des citoyens américains.
La transcription de la radio bidirectionnelle que les agents avaient découverte dans l'équipement de Jimmy révélait bien plus que ce qu'ils avaient eu l'intention d'exposer. Lorsque Maria Santos arriva sur le lieu de détention pour superviser personnellement l'interrogatoire de ses prisonniers, la radio continuait de diffuser leurs conversations vers des stations de surveillance internationale qui enregistraient à présent chaque mot prononcé par les agents fédéraux mettant en œuvre un programme illégal d'assassinat sur le sol américain. « Éteignez cet équipement », ordonna Santos, d'une voix qui portait l'autorité de quelqu'un habitué à un contrôle absolu sur ses environnements opérationnels. « Impossible, madame », répondit le spécialiste des communications. « Il utilise des codes d'authentification que nous ne reconnaissons pas, et les protocoles de transmission résistent aux techniques de brouillage standard. L'équipement que Jimmy avait assemblé au cours de 30 ans d'opérations secrètes était plus sophistiqué que Santos ne l'avait anticipé. Pendant que les agents fédéraux s'efforçaient d'interrompre la transmission internationale, tout ce qu'ils disaient et faisaient était diffusé à des services de renseignement étrangers qui, en vertu d'accords, étaient tenus de partager les preuves de crimes nationaux américains avec les comités de surveillance du Congrès. « Depuis combien de temps cette transmission est-elle active ?» demanda Santos. « Au moins 40 minutes, peut-être plus, » répondit le spécialiste. « L'équipement émettait avant notre arrivée et a continué malgré nos tentatives de brouiller les fréquences. D'ici et 40 minutes de conversations enregistrées entre des agents fédéraux coordonnant un meurtre de masse dans une communauté américaine. 40 minutes de documentation qu'il serait impossible de nier ou de dissimuler par les canaux habituels. Santos comprit que son protocole terminal, si soigneusement planifié, était devenu un passif qui menaçait d'exposer non seulement l'opération en cours, mais l'ensemble du programme secret qui fonctionnait depuis 3 décennies. « Mettez en œuvre les protocoles d'évacuation immédiate », leur ordonna Santos. « Tout le personnel doit se replier sur les positions secondaires. Ce site est compromis. » Mais l'ordre d'évacuation arriva trop tard. La radio grésilla, diffusant une transmission qui figea tout le monde sur place, alors qu'ils en saisissaient les implications. Ici la directrice adjointe du FBI, Catherine Morgan, émettant sur les fréquences d'urgence internationale. Les agents fédéraux opérant en Virginie occidentale doivent cesser immédiatement toutes leurs activités et se rendre au point de ralliement désigné pour interrogatoire. Les comités de surveillance du Congrès ont été informés de possibles crimes nationaux et les stations de surveillance internationale assurent une veille en temps réel des activités fédérales dans la région. L'émission était diffusée sur plusieurs fréquences simultanément, garantissant qu'elle atteigne non seulement Santos et son équipe, mais aussi tous les agents fédéraux opérant dans la région. Plus important encore, elle était enregistrée par les mêmes stations de surveillance internationale qui avaient reçu le dossier de preuve de Jimmy, créant ainsi un enregistrement officiel de la réponse fédérale aux allégations de programmes d'assassinats nationaux. Le visage de Santos se durcit, tandis qu'elle analysait la situation. Le programme secret qui avait fonctionné sans surveillance pendant 30 ans faisait maintenant l'objet d'une enquête active par des autorités fédérales légitimes, qui ne pouvaient être ni intimidées ni éliminées comme des témoins locaux. « Madame, nous recevons des ordres de suspension de plusieurs agences fédérales, » rapporta son spécialiste des communications. Le FBI, la DEA, l'ATF et le DHS exigent tous la cessation immédiate des opérations en cours. Mais Santos avait passé des décennies à mettre en œuvre des programmes qui opéraient en dehors de toute surveillance fédérale normale, et elle n'était pas prête à abandonner 30 ans de travail sans tenter de sauver ce qui pouvait l'être du désastre que l'enquête de Jimmy et Bonnie avait provoqué. « Poursuivez avec le protocole terminal modifié », ordonna-t-elle. « Limitez-vous aux cibles principales.
Faites en sorte que cela ressemble à une activité criminelle locale, et non à des opérations fédérales. Le plan modifié que Santos esquissa restait stupéfiant par son ampleur et sa brutalité. Patricia Vance serait éliminée lors d'une attaque à domicile qui détruirait ses documents de recherche. Le centre pour personnes âgées subirait une explosion due à une fuite de gaz, éliminant les résidents qui auraient pu fournir des témoignages historiques. Le magasin général de Henderson serait la proie d'un incendie d'origine électrique qui détruirait les archives de la communauté et son propriétaire. Mais tandis que Santos coordonnait son plan de massacre réduit, l'équipement radio continuait de transmettre chaque mot à un public international, qui se coordonnait désormais avec les comités de surveillance du Congrès américain pour enquêter en temps réel sur des crimes fédéraux. « Madame » l'interrompit le spécialiste des communications, la voix tendue d'inquiétude. « Nous détectons plusieurs aéronefs en approche par le sud. Les transpondeurs militaires indiquent des équipes d'intervention des Marshals fédéraux. Et c'est à 17h30. À travers la canopée, le son des hélicoptères devint audible. Ce n'était pas l'unique appareil d'évacuation médicale qui avait été prépositionné pour le protocole terminal, mais plusieurs aéronefs transportant le genre d'équipe d'intervention rapide déployée lorsque des crimes fédéraux exigent une enquête immédiate. Santos réalisa que son programme secret faisait face à la seule menace pour laquelle il n'avait jamais été conçu, la surveillance par des autorités fédérales légitimes, qui possédaient à la fois l'autorité légale et les ressources physiques pour mettre fin à des opérations illégales, quel que soit leur niveau de classification ou leur protection politique. « Relâchez les prisonniers », ordonna-t-elle à contre-cœur. « Évacuation complète de tout le personnel vers les points d'extraction. Mettez en œuvre les protocoles de destruction des preuves pour tous les documents classifiés. » Mais Bonnie Walsh et Jimmy Kowalski n'étaient plus de simples prisonniers que l'on pouvait discrètement éliminer. Ils étaient des témoins dont les dépositions étaient diffusées en temps réel à un public international, y compris au comité de surveillance du Congrès. Les libérer fournirait une preuve immédiate de crimes fédéraux, tandis que continuer à les détenir constituerait des crimes fédéraux supplémentaires, commis sous observation internationale. « Madame, les prisonniers demandent à parler aux agents du FBI qui coordonnent l'enquête du Congrès », informa le spécialiste des communications. « Hors de question », répliqua Santos. « Transportez-les vers des installations sécurisées pour un interrogatoire prolongé en vertu des dispositions de la sécurité nationale. » Pas d'effort, Kaby. Mais la radio grésilla de nouveau avec des transmissions qui indiquaient clairement que Santos n'avait plus l'autorité de prendre de telles décisions. Ici, le directeur adjoint, Morgan. Tout le personnel opérant en Virginie occidentale a l'ordre de garantir la sécurité des prisonniers en vue de leur transfert immédiat sous la garde du FBI. Toute interférence avec cet ordre sera traitée comme une obstruction à une enquête fédérale sur des crimes nationaux. Les hélicoptères en approche étaient maintenant visibles à travers les trouées de la canopée. Des aéronefs fédéraux marqués des identifiants du FBI et de la surveillance du Congrès indiquaient que les plus hauts niveaux du gouvernement américain étaient désormais impliqués dans l'enquête sur le programme secret que Santos avait passé sa carrière à protéger. « Madame, nous devons évacuer immédiatement », lui conseilla son agent principal. « Si nous sommes encore là quand ces appareils atterriront, nous serons arrêtés avec les prisonniers. » Santos faisait face à un choix auquel 30 ans d'opérations illégales ne l'avaient jamais préparé. Se rendre aux autorités fédérales légitimes et faire face à des poursuites pour des crimes qui avaient été sanctionnés par des programmes secrets, ou fuir et passer le reste de sa vie comme une fugitive du gouvernement même qu'elle avait servi. Mais alors qu'elle s'apprêtait à ordonner l'évacuation totale, Rex sortit de l'abri matériel avec quelque chose dans la gueule
qui fit s'arrêter tout le monde, chacun en reconnaissant la signification. Le chien avait récupéré un appareil d'enregistrement qui documentait toute la conversation, créant une preuve supplémentaire que les agents fédéraux coordonnaient un meurtre de masse tout en étant sous observation internationale. « Le chien !» dit Santos en levant son arme vers Rex. « Non !» l'avertit Bonnie, d'une voix chargée de l'autorité, de quelqu'un qui avait passé 40 ans à apprendre comment la justice fonctionnait dans les montagnes. Ce chien est plus malin que vous ne le pensez, et il a été entraîné à protéger les preuves. Comme en réponse à ces paroles, Rex se plaça entre les agents fédéraux et l'équipement radio. Sa posture indiquait clairement que toute tentative de détruire les appareils de transmission nécessiterait de passer sur le corps d'un berger allemand entraîné à défendre son territoire contre les menaces humaines. Le bruit des hélicoptères atterrissant en se